écouter l'épisode numéro 8 avec notre invitée spéciale, Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour Christelle. Bonjour à toutes. Alors, je commence toutes mes interviews par la même question. C'est un peu une prise de température, mais en vrai, c'est une prise de confiance. Aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, quel est ton niveau de confiance en toi sur une échelle de 1 à 10? Alors, c'est une question assez, assez difficile à répondre dans le sens où je pense que ça dépend des sujets, ça dépend des périodes de vie, je dirais qu'aujourd'hui, en général, j'ai atteint un bon 7, voire un bon 8, mais comme je disais, après voilà, il y a des fois où c'est moins, il y a des fois où c'est plus. Ça dépend, vraiment, du moment et de ce que je suis en train de faire surtout. Alors pour continuer à faire cette prise de connaissance, un peu, atypique, je vais te proposer un portrait chinois. Alors, si tu étais un dessin animé, Si j'étais un dessin animé, je serais Samouraï Champloo. C'est un manga. oui, je connais. Si tu étais une mauvaise habitude, Oh alors il y en a quand même beaucoup. Mais je dirais que je traîne au réveil. Voilà, j'aime me prendre au moins un quart d'heure, 20 minutes, tous les matins dans mon lit, c'est mon petit plaisir, mais c'est pas forcément une bonne habitude. si tu étais un sport, La natation synchronisée, si tu étais un animal, une pieuvre, sans hésiter. si tu étais un livre, Oh, celle-là, elle est, pareil, il y en a beaucoup. Bah, je vais dire la première chose qui me vient, ce serait, un conte pour enfants, avec un univers assez féerique. si tu étais une pièce de la maison, Le salon ou la salle à manger. si tu étais un élément, L'eau. si tu étais une bonne cause, Une bonne cause? Mmh, pareil, je vais dire la première chose qui me vient, je dirais la justice parce que, j'ai horreur de l'injustice. Donc on va dire la justice en général. et si tu étais un végétal? Un tournesol, évidemment. Mmh. Alors, pour approfondir, maintenant que nous avons fini ce portrait chinois, est-ce que tu pourrais t'introduire, te présenter à nos auditrices? Que fais-tu dans la vie et qu'est-ce qui t'anime? Alors donc du coup, je suis, sophrologue slash semeuse de graines. Donc j'accompagne, je vais dire les humains en général qui peuvent avoir des difficultés, dans leur vie à pouvoir créer, leur propre sérénité et à se créer, à embellir leur jardin intérieur, pour pouvoir s'épanouir tout simplement. Donc je plante des Waouh! petites graines dans leur tête et je fais en sorte, qu'ils aient envie de les faire pousser. Après ça leur appartient. Donc tu sèmes des petites graines de tournesol Exactement. et je sais en ayant étudié un peu ton parcours que, tu avais commencé en étant, chargée de relations clientèle. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de ce métier à celui de sophrologue? Alors je dirais que ça remonte, vraiment à plus loin que ça. J'ai pas fait beaucoup d'études en fait, dès jeune en fait, j'avais décidé que je ne déciderais pas ce que je ferais de ma vie. Donc effectivement, bah, le choix, post-bac, pour, faire des études et cetera, c'était pas forcément ce qui m'attirait. J'avais envie d'aller travailler, j'avais envie de concret, pour pouvoir en fait dans ma tête, c'était, l'idée de pouvoir, changer et de pas vraiment m'enfermer dans une case. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai eu un DUT que j'ai passé, un peu,
parce qu'il fallait que j'ai au moins, un bagage, et puis derrière je suis, partie de chez moi, donc dans le sud de la France et je suis montée sur Paris. J'ai commencé à travailler, j'ai fait plein de jobs que je dirais alimentaires. J'ai fait beaucoup de ventes, j'ai travaillé sur les plateformes téléphoniques, j'ai fait de l'accueil et j'ai eu la chance, à un moment donné de pouvoir rentrer dans une boîte, du coup, qui faisait de la formation professionnelle où j'ai fait d'abord de l'assistanat et derrière, j'ai réussi à faire mon petit bonhomme de chemin dans la relation client. Donc, j'y suis restée un petit moment et en fait, bah, finalement, ce choix de quand j'étais jeune de pas vouloir décider ce que je ferais de ma vie m'a rattrapée à un moment donné. Parce que, bah, un peu comme, je pense comme beaucoup de personnes, surtout en ce moment, la quête de sens, et je trouvais pas forcément d'intérêt, j'arrivais pas forcément à m'épanouir dans ce que je faisais. Donc, bah, j'ai commencé à réellement me poser la question de savoir, ce qui m'animait, ce dans quoi j'étais, douée aussi, naturellement, ce pourquoi les gens venaient me voir et ça a été, une évidence. Pour moi, c'était, dans tous les cas, du service et j'ai hésité à faire, on peut mettre dans la case du social et après je me suis dit: «Non, j'ai plus envie d'accompagner les gens à s'épanouir». Donc en fait, bah, tout s'est ficelé. Après, bah, il y a eu aussi beaucoup de travail personnel qui s'est fait de mon côté et j'ai découvert la sophrologie et je me suis dit: «Waouh, c'est un outil qui me plaît et que j'ai envie de partager en fait et de faire connaître». Donc, bah, de fil en aiguille, j'en suis arrivée là et aujourd'hui, je suis sophrologue. Et pourquoi la sophrologie par rapport à une autre discipline de type psychologie ou je ne sais pas, hypnose, je ne sais pas? Pourquoi la sophrologie particulièrement? Bah, par rapport à la psychologie, par exemple, pour moi, dans la psychologie, on vient quand même traiter, des causes, des malaises, mais des choses qui vont être, qui peuvent parler aussi du traumatique, lié à l'enfance. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus long. Ce que j'ai aimé dans la sophrologie, c'est on va pas chercher le pourquoi du comment, on vient pas demander les causes. Par contre, on a une problématique et on va faire en sorte d'aller vers l'avant. Et c'est quelque chose qui se fait, finalement assez rapidement et donc la sophrologie, elle est quand même basée sur la psychologie positive et la pleine conscience et c'est 2 notions qui m'ont moi-même aidée dans ma vie et que je trouve, très intéressantes parce qu'évolutives, en fait et ça appartient à chacun de continuer à le faire évoluer. Donc il y a ça et il y a le fait de effectivement, bah, aussi pourquoi semeuse de graines, c'est que, en sophrologie, effectivement, on vient planter des petites graines et c'est quelque chose qui poussera dans tous les cas. Peu importe, de la manière dont elle pousse, peu importe de la manière dont on entretient ça, peut-être qu'on en a même pas envie, mais ça peut prendre plusieurs années, ou très peu de temps, mais ça fleurira toujours, en fait et c'est ça qui m'a plu. C'est un Oui, éveil à la pleine conscience. un éveil à la création de son jardin intérieur. Exactement. Super, un vaste, programme et riche en aventures. Oh oui! Oh que oui! Et qu'est-ce qui justement dans ce thème terme plutôt de semeuse de graines, te t'aspire le plus? Qu'est-ce qui est vraiment ta motivation à aller semer ces petites graines? Hem, de c'est un peu une contribution au monde dans un sens et de pouvoir, hem, avec la sophrologie en plus c'est assez évident puisque c'est un processus qui est assez court, de voir les gens s'épanouir, c'est magique. C'est magique et sans forcément, peut-être le faire remarquer à la personne, mais de simplement voir, le discours de mon client, évoluer entre, la première fois que je le rencontre, et le milieu de l'accompagnement et à la fin, de voir ce changement, c'est magique. Je me dis: «Waouh!» alors qu'en plus la sophrologie est vraiment, basée sur, un des principes de la sophrologie reste l'humilité en tant que praticien, et du coup dans cette humilité, on part du principe que, nous,
en tant que praticien, on n'a pas les réponses, on n'a pas les solutions, c'est des clients qui les ont en eux-mêmes et en fait, il y a rien de magique, mais d'avoir cette partie, où moi j'ai l'impression de semer des graines et de voir les personnes les faire pousser par elles-mêmes parce qu'elles ont eu le déclic, c'est magique, il y a pas de mots pour ça. Super. Et j'ai pu constater qu'il y avait différents types de pratiques, du moins en sophrologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, bien sûr. Donc pour ça rejoint l'historique de la sophrologie. Pour l'historique de la sophrologie, elle a été créée par Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre, dans les années 60, en Espagne, et qui, en fait, à la base, a créé cette méthode pour pouvoir soulager ses patients, des traitements qui étaient assez lourds à l'époque puisqu'il travaillait vraiment, dans les hôpitaux, psychiatriques. Et en fait, donc, pour arriver à cette différence, la sophrologie a évolué sur plusieurs années. Elle a été acquise, dans, le cadre de la médecine, classique et à un moment donné, en fait, Alfonso Caicedo a, voulu intégrer à l'intérieur, de son process qu'il avait créé, intégrer des valeurs existentielles, et donc le comité des médecins, en fait, qui le suivait, à ce moment-là, a décidé que ça dépassait finalement le cadre de la médecine, et qu'on rentrait dans une idéologie. Donc à ce moment-là, il y a eu une scission en fait entre du coup ce qu'on appelle la sophrologie caïcédienne, où Alfonso Caicedo a déposé sa marque. Il a d'ailleurs invité, si je dis pas bêtise, c'est en Andorre, les médecins qui continuaient de vouloir induire les valeurs existentielles, les valeurs de vie, à le rejoindre pour continuer dans ce sens-là. Et en déposant sa marque, il a vraiment posé cette scission qui a permis à tous ceux qui ne le suivaient pas de pouvoir continuer de pratiquer la sophrologie et de pouvoir la transmettre sans l'induction de valeur. Donc effectivement, moi j'ai été formée par l'Institut national de la sophrologie, Institut de formation à la sophrologie, excuse-moi, qui ne dépend pas du tout de la sophrologie caïcédienne. D'accord et Donc donc on a beaucoup plus c'est beaucoup plus pragmatique. J'induis pas de valeurs, pour moi, c'est les clients qui vont chercher leurs propres valeurs et qui les mettent dans leur vie, mais c'est pas moi en tant que praticienne qui vais venir, dire: «Bah, il faudrait faire comme ça dans votre vie, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça». C'est la personne qui décide de ça pour elle-même. Il y a pas de mode de vie associé à la méthode que je propose. Là où en sophrologie caïcédienne, on est quand même sur, quelque chose qui n'est pas juste une pratique, qui est, voilà, qui reprend vraiment tout un mode de vie, un schéma de pensée. Je sais pas d'accord. si j'ai été très claire, j'espère que oui. Si, si, ça a été très clair et très enrichissant. Je ne connaissais pas les voilà, les différentes, les différents courants de sophrologie donc non, c'est très clair donc on peut dire que la sophrologie, initiale qui a été développée, s'apparente peut-être plus à une philosophie zen ou bouddhiste, quelque chose comme ça? Effectivement, ça a été, des influences de la il y en a énormément d'influences, pour la création de cette méthode, mais effectivement, il y a le zazen, il y a le bouddhisme tibétain, il y a le yoga, il y a énormément de choses. Il y a l'hypnose aussi, il y a énormément, énormément de choses qui ont, influé Alfonso Caicedo, du coup, à créer cette méthode-là et donc en fait, en sophrologie, donc caïcédienne, alors là, c'est un peu plus technique, mais il y a 12 degrés, ce qu'on appelle. Et là où les personnes qui ne pratiquent pas la sophrologie caïcédienne s'arrêtent au quatrième degré. On ne va pas au-dessus. À partir du quatrième degré, ça commence à être de l'induction de valeur. Voilà. OK, très bien. J'ai suivi ça, je suppose, comme j'ai fait un petit peu de sophrologie, je suppose que ça correspond au, comment ça s'appelle? Au, niveau dynamique 1, dynamique 2, ce genre de choses-là? C'est ça, OK, c'est ça. c'est bon. Et je voulais te demander, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours et qui ont pu être, améliorées, soignées à partir de la sophrologie, à partir de ta propre expérience de vie?
Moi, ça a été vraiment effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça a été vraiment le développement de la conscience, comprendre qu'en fait, on a la main sur notre cerveau et c'est pas notre cerveau qui nous dicte les choses, qu'on on est capable, de pouvoir, se faire changer de mindset, de pouvoir intégrer, du positif dans sa vie même quand c'est négatif, de pouvoir aussi simplement se laisser tranquille et avoir le aujourd'hui, je peux le dire, avoir le plaisir de vivre, une émotion aussi négative et un passage de vie négatif. Moi, je me suis une ancienne ado en mal-être. Ça a été, très, très compliqué pour moi au niveau de ce développement-là et en fait, au fur et à mesure des années, donc il y avait plein de petits points, si tu veux, dans ma vie qui pêchaient toujours et que j'avais tendance à subir. Finalement, je subissais mes états d'âme, je subissais mes émotions. J'étais constamment en quête de sens, je savais pas trop où j'allais et en fait, la découverte de la sophrologie, elle m'a permis, de comprendre qu'en fait, c'était moi qui me créais aussi, ces choses-là en moi, ce négatif en moi, c'était moi qui pouvais me le créer et que si je pouvais me créer du négatif en moi, je pouvais aussi m'apporter du positif. Et en fait, ça a été complètement un changement d'état d'esprit et ça m'a permis, avec des années de la pratique et plein d'autres choses à côté aussi, mais ça m'a permis effectivement de venir développer ça, de venir finalement créer ma propre sérénité. Parce que on dit la vie est un long fleuve tranquille et en fait non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pas pour autant que la traversée peut pas être douce et agréable et qu'on ne peut pas toujours trouver un coin refuge en fait. Et le coin refuge, c'est ça que j'aime avec la sophrologie, c'est que c'est nous-mêmes finalement. Et on vient développer vraiment ça avec la sophro, c'est le soi et comprendre que tout est en soi et qu'on a les moyens d'avancer vers là où on veut avancer. Donc ça Donc m'a c'est beaucoup aidée vraiment là-dessus. oui, OK. Donc c'est vraiment se forger un mindset, à toute épreuve, même dans les cas de difficulté, être toujours capable de surmonter ça et de voir un peu le côté positif ou du moins d'apprécier ne serait-ce que le moment idéal, enfin le moment actuel, pardon. Exactement, c'est savoir se recentrer, savoir, s'écouter aussi. Ça m'a beaucoup appris ça aussi, la sophrologie, c'est, ne pas aller à l'encontre de ce qu'on a envie, de ce que notre corps nous dicte, et c'est finalement, une fois qu'on a ça peut paraître très évident et en fait, pas forcément pour tout le monde, mais une fois qu'on a compris ça, ça change la vie. C'est vrai parce que, on est plus en accord avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est, vers là où on a envie de tendre et puis derrière, j'ai mon petit slogan qui est, c'est que chacun le mérite et si nous nous faisons fleurir, nous ferons fleurir le monde. Donc une fois qu'on est en bien avec soi, on peut que partager, le bon, en fait. Comment tu procèdes pour, guider tes clients à apaiser justement leur cerveau et à développer, la puissance de leurs capacités? Alors, ça dépend vraiment, de la problématique que le client m'apporte. L'idée donc c'est quand même d'avoir des accompagnements qui sont vraiment sur mesure. Donc, on prend le temps, donc j'appelle pas ça la 1re séance même, j'appelle ça la séance de découverte. Sur cette séance-là, on prend le temps. J'ai pu avoir des interviews de 3 heures ou plus. On prend le temps vraiment de tout décortiquer, et de venir, simplement discuter, mais moi, à travers de cette discussion, j'arrive à identifier des besoins qui permettraient à la personne d'atteindre son objectif, ce pourquoi elle est venue me voir. Et derrière, en fait, on construit ce qu'on appelle un protocole, qui passe par, généralement, c'est d'abord avoir des outils pour pouvoir, éliminer dans son quotidien tout ce qui nous gêne, tout ce qui ne va pas, ce qu'on appelle les tensions. Elles peuvent être physiques, mentales ou émotionnelles. Mais venir éliminer ça, après on vient, instaurer un état, positif. On vient donner des outils à la personne pour qu'elle puisse dans son quotidien, heu, en fait, se retrouver, se recentrer et puis, atteindre un état qu'elle aurait envie
d'incarner. Et derrière, on vient travailler sur les capacités, donc soit des nouvelles, soit des capacités qu'elle a déjà. On vient les renforcer et on pérennise ça dans le temps. Derrière, encore sur une autre étape. Un accompagnement avec toi, ça dure combien de temps en général? Pareil, ça dépend vraiment de la problématique. J'ai eu des personnes que j'ai pu accompagner en 4-5 séances, d'autres personnes où je vais les accompagner, plutôt en 10 ou 12 séances. Ça dépend vraiment de la problématique et de, ce avec quoi la personne arrive, en fait, à cette séance de découverte et ce qu'elle me dit et du coup, des besoins que j'ai réussi à identifier dans tout ce qu'elle me dit. Est-ce qu'on pourrait prendre des séances de sophrologie comme on prend, une séance chez le psychiatre de manière vraiment, ou le psychologue plutôt, de manière, continue? C'est-à-dire une fois par mois pour vraiment avoir cette notion d'entretien un peu? Alors oui, on pourrait. C'est pas un format finalement classique puisque à proprement parler de la sophrologie, c'est quand même d'avoir un objectif à atteindre. Donc effectivement, on pourrait pour, simplement se détendre, avoir des visualisations, enfin des suggestions mentales comme j'aime à les appeler. Hem, mais pour moi, c'est pas non plus le propre de la sophrologie. Il y a vraiment un objectif à atteindre et un travail à faire, heu, du coup, sur une durée limitée pour pouvoir atteindre cet objectif, pour maximiser les chances finalement. Après ça se fait, j'ai des collègues, qui le font, mmh, mais je trouve que, l'intérêt vraiment de la sophrologie, c'est vraiment de pouvoir, rapidement aller atteindre, ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite. Tu nous parlais d'outils que tu peux conseiller à différentes phases du protocole, quand tu accompagnes tes clients. Est-ce que tu aurais une pratique, ludique à partager à nos auditrices pour, par exemple, les aider à dépasser leurs peurs ou à s'auto-coacher en cas de difficulté? Alors il y en a plein puisque, la sophrologie est quand même basée sur des exercices en fait à répéter. Donc j'en aurais plein. Là, alors pour dépasser les peurs, je dirais un exercice, que j'aime bien faire, à mes clients et mes clientes et qui marche plutôt bien, c'est celui du karaté, du coup, où on vient, du coup allier la respiration contrôlée, des mouvements et une intention mentale précise. Donc l'idée, c'est de venir, viser une cible. Donc on peut, mentalement imaginer un petit peu ce qu'on veut, soit simplement une cible avec une cible de fléchette ou quelque chose qu'on vient boxer ou quelque chose qu'on vient casser, peu importe. Et l'idée, c'est d'inspirer par le nez en montant son poing à hauteur d'épaule, de bien viser sa cible en bloquant sa respiration et on vient, en soufflant, l'exploser. Et en fait, c'est la répétition de ces exercices-là qui fait qu'en fait, on vient avoir des ressentis positifs, physiques, mentaux ou émotionnels. Et ces ressentis nous permettent la prise de conscience et nous permettent de comprendre qu'on a les capacités en nous, en fait, que ça existe en nous, heu, pour dépasser nos peurs, pour exploser ce qu'on a envie d'exploser. C'est un exercice parmi tant d'autres. Oui, je le connais bien celui-là et c'en est un que j'aime bien. Il est dynamique celui-là. Généralement, il marche bien. Oui, effectivement, je confirme donc à aller voir et à aller, expérimenter. Il est vraiment, très bien cet exercice et hem et justement pour ceux qui ne voyaient pas jusqu'à présent ce qu'est la sophrologie ou qui apparentent ça plutôt à une thérapie avec un psychologue par exemple, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui va différencier de la pratique où on va, parler de soi à quelqu'un qui écoute, de la sophrologie? Hem, alors, déjà en sophrologie, le principe de base, c'est qu'on n'est pas médecin, donc on n'a pas fait d'études de psychologie, on n'est pas capable d'aller, hem, chercher les causes, comprendre les causes comme on pourrait trouver en psychologie. L'idée, c'est vraiment de dire: «Bon, il y a une problématique A, moi je te propose de faire tel exercice et de passer par tel process et puis tu auras possiblement ce résultat-là».
Mais on n'est pas sur, voilà, comme je disais, chercher les causes, les traumas, comprendre le pourquoi du comment, il y a pas de pourquoi. Donc la différence, elle se fait là, c'est qu'effectivement, on a un échange, qui est sur la séance de découverte où effectivement la personne vient, plus parler. Elle peut aussi parler de choses qui sont plus profondes, mais on reste vraiment sur de la surface et donner les outils, les moyens pour aller de l'avant. On vient pas finalement, soigner là où la psychologie peut soigner, pour moi, de mon point de vue. En sophrologie, on vient pas soigner, c'est pas notre rôle à proprement parler. On vient faire en sorte que les personnes développent des ressentis, et que ces ressentis soient écoutés par des échanges, pour développer la conscience. C'est vraiment un schéma mental. Développer la conscience et derrière se dire: «Ah mais j'ai les capacités en moi, d'atteindre mon objectif». Voilà. Être sophrologue, c'est être thérapeute, en tout cas je l'associe comme ça. Est-ce que pour être un bon thérapeute, il est nécessaire selon toi d'être accompagné soi-même par un autre thérapeute? Alors nécessaire, je pense pas, ça dépend de là où on en est dans notre vie. Pour moi, aucun, rien n'est obligatoire, hein, dans tout ce qui est développement personnel et dans tout ce qui est introspection. C'est comme on a envie de le faire au moment où on a envie de le faire et se trouver des personnes pour s'accompagner, qui nous vont le mieux. Par contre, je pense qu'effectivement, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir, des personnes ou d'autres personnes qui viennent aussi nous, redonner en fait, comment dire? Nous redonner la justesse. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est important pour moi de continuer de se faire accompagner par ses pairs pour toujours pouvoir proposer une pratique qui est juste, et ne pas partir finalement, dans, nos schémas à nous, personnels. Il faut quand même être ouvert, aux autres et aux remarques des autres thérapeutes. Est-ce qu'en tant que thérapeute, tu es souvent confronté à cet effet, transfert ou miroir, quand quelqu'un expose un problème? Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui ce côté où, le discours, l'histoire de la personne fait encore écho à toi et vient travailler des petites choses? Hem, alors oui et non. Dans un sens, oui, c'est peut-être très enrichissant, donc faire écho, oui, parce qu'en plus j'accompagne des personnes qui ont pu, connaître moi mes problématiques. Par contre, il y a vraiment, bah, du coup, on revient aussi, sur ce principe d'humilité que je disais tout à l'heure. Si je sens que ça me touche, encore de trop et que possiblement, bah, je vais manquer d'objectivité, à ce moment-là, je préfère orienter la personne vers un professionnel, qui, aura peut-être, moins qui sera peut-être moins touché par cette histoire et qui aura complètement réglé ses problèmes, si c'est les mêmes, plutôt que de continuer à accompagner la personne. C'est vraiment important, pour moi à ce niveau-là. J'accompagne des personnes sur les problématiques qui peuvent me faire écho, c'est certain, parce que ça peut être mon histoire, mais qui ne me touchent plus. Il faut savoir rester objectif, c'est très, très important, sinon on n'est pas à même, de pouvoir accompagner convenablement la personne, tout simplement. Est-ce que dans tes clients, tu as, principalement, bah, on va dire des personnes quand même plus ou moins en bonne, santé, mentale et qui ont justement cet objectif à aller chercher, parce qu'arrivés à un point clé de leur parcours? Ou est-ce que tu rencontres aussi des personnes qui peuvent être en dépression, burn-out, ce genre de choses? Et ben, écoute, c'est en fait, si tu veux, j'accompagne les 2 en même temps. Moi, les personnes qui viennent me voir souvent, c'est des personnes qui sont effectivement, peut-être en phase un peu dépressive ou à la limite du burn-out, qui ont besoin effectivement de trouver des outils assez rapidement, pour pouvoir se soulager, et derrière leur objectif, est très souvent pas quelque chose qui va s'associer à une pathologie ou à une maladie. Ça va être ce qu'on appelle de l'amélioration du quotidien. Donc finalement, j'accompagne les 2. En fait. C'est des personnes qui arrivent et qui sont sur une échelle de stress qui va de -10 à 10, qui sont vraiment à -10 et mon but, c'est de les remonter à 10, en fait. OK. Et sur un autre sujet, on passe à une partie que j'aime bien, c'est la partie, où on parle organisation, parce que c'est un Mmh. peu mon dada.
Et je voulais savoir quelle est ta ou tes journées types? Comment sont organisées tes journées et quelles sont les principales actions qui rythment, ces journées? Mmh. Alors c'est une question, j'ai pas vraiment de journée type. Je vais dire, je le fais un peu, au jour le jour. Mis à part les obligations que je vais avoir dans le sens où, bah, j'ai un rendez-vous, donc effectivement je respecte, le rendez-vous que j'ai. Sinon je suis plus dans l'écoute aussi de moi-même. C'est-à-dire, bah, si je me lève le matin et que je sens que, bah, c'est peut être une petite forme et que je vais pas forcément être productive, comme je l'aurais espéré, beh, je vais aller plus faire des activités qui vont pas me demander, énormément, d'effort mental, de recherche. Si par contre, je sens que je me lève et que je suis, dans une forme, incroyable et que je suis prête à dévorer le monde et ben, à ce moment-là, je vais avoir des activités qui vont être très créatives, qui vont être très stratégiques aussi, de la réflexion énormément. Je dirais que ce qui rythme à la limite ma journée, ce sera vraiment la pratique que je vais faire le matin. Quand je me lève, généralement, je fais soit du yoga, soit une petite méditation, soit un exercice de respiration. Donc en fait, finalement, ça débute ma journée. Après, je travaille de chez moi, mon bureau et mon cabinet sont chez moi, donc et l'intérieur pour moi est quelque chose de très important, donc c'est remettre un peu à niveau mon intérieur, mon petit cocon. Voilà, je prends le temps de mettre tout à plat et ensuite je peux commencer à travailler. À la limite, je fais ça plutôt comme ça. Mais sur ce que je vais faire dans la journée, ça va vraiment dépendre je dirais de mon humeur du jour, de mon mood du moment, en fait. Je suis très dans l'écoute, finalement. Parce que j'estime que, bah, quand on s'écoute, heu, on prend plaisir aussi à faire les choses. Plus que quand on va à l'encontre de son état du jour, quoi. Donc pour tes rendez-vous, par exemple, tu as pas un moment privilégié dans ta journée où tu vas être plus ouverte à ça, c'est vraiment, mélangé? C'est vraiment mélangé. Si à la limite, je dirais pas le matin trop tôt, parce que je suis pas une personne du matin, mais autrement non, non pour mes rendez-vous, j'ai au contraire, en fait, finalement, le fait de savoir que j'ai un rendez-vous qui tombe, sur une journée, bah, ça va aussi rythmer ma journée et ça va, tout de suite déclencher quelque chose de différent. Donc non, j'ai pas forcément de créneau de préférence. Tu parlais tout à l'heure d'activités, créatives quand ton énergie déborde. Quelles sont ces activités créatives? Alors, bah, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup, faire des activités manuelles, des activités aussi qui vont demander beaucoup de concentration, de réflexion. J'adore le puzzle, par exemple. Je suis quelqu'un aussi qui adore chiner, qui adore les objets, un peu anciens. Donc venir nettoyer, restaurer, voilà, les trouvailles que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Hem, ma mère me disait beaucoup que je suis une débrouillarde de la vie, finalement. Je peux créer plein de choses à partir de choses qui n'ont pas du tout la fonctionnalité, à la base, en fait. Donc finalement, c'est pas de la création, artistique à proprement parler, même si j'en fais par le dessin, par la peinture, mais ça va être de la création, d'objets, d'optimisation du quotidien, voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu aurais un exemple là qui te viendrait d'objets, transformés? D'objets transformés, attends que je réfléchisse. En vrai, il y en a plein, il faudrait que je regarde. J'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, particulièrement, tu me prends un peu de court pour le coup. Mais faudrait que je fasse le tour de ma maison pour pouvoir, pour pouvoir te dire. Parce que je suis sûre que si par exemple, j'en ai un en face de moi où j'ai récupéré un abat-jour, qui était en fer forgé que j'ai réparé et que j'ai réussi à retourner d'une autre forme. J'ai mis un abat-jour par-dessus sur lequel, j'ai dessiné et que j'ai collé plein de choses, très, très colorées, très fleuries. Voilà.
OK, super. Et est-ce que tu dirais dans ton quotidien, malgré le fait enfin malgré ou oui, si on veut dire grâce au fait de t'écouter et d'être dans ce flot de ta propre énergie, est-ce que l'ordre et l'organisation quand même au quotidien, ça reste important dans ta vie de tous les jours? Oui, 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 ça reste important. J'ai vraiment, pour le coup, un truc, qui me tient à cœur, bah, tous les jours, c'est de faire une action au minimum par jour qui va me permettre, d'avancer et me sentir avancer et qui va me permettre aussi d'avoir, finalement dans cette écoute, de moi-même des ressentis qui vont être positifs. Je vais me sentir fière, ça va me donner de la confiance, par exemple. Donc voilà, d'avancer au moins tous les jours, de faire une fois par jour quelque chose qui me permet de ressentir, ces choses-là. Parce que c'est ce qui, pour moi aussi, fait la constance, du mindset, finalement. Hem et oui, après, je suis quelqu'un qui suis quand même, j'ai besoin, en fait, finalement, dans ma journée d'avoir, des moments pour moi, des moments où je vais, appréhender finalement, ce qui va se passer, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisque bon, c'est aussi un quotidien d'adulte, hein, de prévoir en amont. Donc j'ai ces moments-là dans ma journée et j'essaye de les faire, hem, assez rapidement, par exemple le matin, pour pouvoir derrière, avoir des moments où je suis pleinement dans l'instant présent. J'aime, pouvoir, travailler et être totalement concentrée sur ce que je suis en train de faire. Pour moi, voilà, c'est de m m mon organisation, elle est un petit peu comme ça, c'est de me débarrasser d'un petit peu tout ce que j'ai en tête. Je vais beaucoup écrire et cetera, de débarrasser de tout ça, de prévoir finalement tout en avant pour pouvoir derrière, profiter et ne plus rien avoir en tête, en fait. Profiter de l'instant présent, peu importe ce que je fais. C'est pas Et évident est-ce tous les jours, mais ça se travaille. et est-ce que tu as un outil favori qui t'aide à t'organiser? Un outil fa Mon petit carnet. Ça, c'est certain. J'ai un petit carnet dans lequel je note tout. Je me suis fait un petit peu des rubriques, finalement pour pouvoir un peu classer mes idées, sinon ça part dans tous les sens. Mais mon petit carnet, et après, un outil autre qui me permet beaucoup finalement de faire des pauses et de cadrer plus ma journée, ça va être, la cohérence cardiaque, par exemple. M'aider de la respiration, ça me permet effectivement de faire des pauses, d'éliminer finalement, en moi tout ce qui peut venir me perturber et de repartir sur une nouvelle journée, par exemple. Et à quelle fréquence tu pratiques la cohérence cardiaque dans une journée? Alors c'est 3 fois par jour, donc généralement je la fais, effectivement, après ma pratique du matin, après mon yoga du matin ou avant ou après manger le midi et le soir quand j'ai fini ma journée, si ça a été une grosse journée et que j'ai besoin de faire une pause ou autrement je la fais avant d'aller dormir. OK. À noter donc, cohérence cardiaque pour mieux respirer, pour mieux se libérer, des tensions qu'on a accumulées. Ça fait énormément de bien. Mmh. Et j'ai la question taboue qui arrive. La question taboue, en tout cas pour toi aujourd'hui, c'est: est-ce que tu utilises d'autres pratiques plus subtiles de type médiumnique pour accompagner tes clients, par exemple? Alors eh ben, écoute, non, pour le coup, non. J'essaye d'avoir une approche, très pragmatique, de la sophrologie. Moi-même dans ma vie, je peux avoir, des croyances, mais que je me refuse un peu d'utiliser, avec mes clients, parce qu'en fait, j'ai cette envie aussi de partager la sophrologie comme, quelque chose qui n'est pas magique. C'est quelque chose de très pragmatique et on peut en comprendre les fonctionnements et en fait, pour moi, ça fait partie du développement de la conscience et mon but un petit peu, c'est de rendre les gens autonomes et que dans un sens, s'ils ne reviennent pas me voir, c'est parce qu'ils ont compris et j'en suis totalement enchantée parce que derrière, ils vont pouvoir effectivement s'épanouir par eux-mêmes et j'aurais été juste, la personne qui est venue planter des petites graines pour que derrière, ils puissent complètement s'épanouir. Donc non, j'ai vraiment cette approche pragmatique où, je viens pas utiliser, de dons particuliers.
avec mes clients. Et est-ce que dans ta mallette à outils, tu Oui. aurais, dans le temps, envie d'ajouter, d'autres petits outils, je sais pas, l'hypnose ou d'autres, voilà, pratiques, parallèles, j'ai envie de dire? Oh oui! Oh oui! C'est un projet qui est en construction, donc je prends, chaque chose en son temps, je prends le temps de le faire, mais je suis très attirée par l'art-thérapie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien aussi me faire former, à la psychothérapie, qui est encore différente de la psychologie. J'aimerais apprendre, l'EFT, tout ce qui est kinésiologie aussi, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'idées et ça fuse un peu. Donc justement, il va falloir que je fasse le tri parce que ça va me prendre énormément d'années de pouvoir tout faire, de pouvoir tout proposer. Mais c'est des choses que, j'ai déjà cette approche-là, avec mes clients parce que je reste beaucoup aussi dans la création, dans ce que je fais, par exemple, sur l'art-thérapie, dans les accompagnements que je peux proposer à mes clients. Mais pour l'instant, c'est pas des outils que j'ai encore développés. C'est en construction. OK, super. Et j'avais ma petite question girly. Tu y as plus ou moins répondu, mais on peut toujours y revenir et synthétiser ça. Alors ma petite question girly, c'est tout simplement, si tu avais une routine bien-être, une routine sérénité, un peu de type Miracle Morning, donc tu nous as dit que tu avais le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation. Mais est-ce que tu as autre chose que tu appliques comme, un mantra ou une incantation, voilà, qui t'inspire? Hem Et ben, ça rejoint un petit peu finalement, l'ikigai, que j'ai pu juste si les auditrices ne connaissent pas, je les invite à aller se renseigner sur l'ikigai. Et finalement, moi, c'est, faire de mon mieux. Penser à moi, parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres et qui peut parfois, s'oublier, là-dedans. Donc c'est penser à moi et faire de mon mieux et en même temps, répandre, la joie, la douceur et l'amour. Voilà, c'est un peu mon mantra, ce à quoi je me raccorde et c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. OK, super. Et ben, nous arrivons, quasiment à la fin de cette interview et avant de sonner ce clap de fin, justement, j'ai une petite nouveauté dans ce podcast et vous me direz, chères auditrices, ce que vous en pensez. Je conclurai désormais mes épisodes avec le portrait, tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel. Et parce que apprendre à donner et recevoir, c'est aussi la base de la réussite. Alors c'est parti, Valentine reçoit ma perception du jour. Avec plaisir. Alors, ce que je ressens de ta personne, c'est une immense douceur. Je perçois également derrière tout ça une vieille âme pleine de sagesse qui a besoin de partager ses connaissances ancestrales pour permettre à soi-même et aux autres de se reconnecter à soi. Un bonheur simple dans un écrin raffiné et doré pour apporter lumière et reconnaissance de soi et avec les autres, le tout arrosé d'une féminité féline. Je retiens le sentiment qu'avec toi, la profondeur d'une vérité est à portée de main et de cœur. Merci Valentine. Eh bien, merci à toi Christelle, c'était très beau. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet déjà valentinebaratelli.fr. J'ai aussi un compte Instagram, qui est simplement Valentine Baratelli en un seul mot. Je suis aussi disponible, du coup sur LinkedIn, au même nom, sur Facebook au même nom. Et voilà, pour l'instant, c'est tout, mais c'est en construction pour le reste. Super. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé ou que tu souhaiterais partager? Je dirais
J'ai juste un dernier message à faire passer, c'est, prenez le temps de penser à vous. C'est important, pour pouvoir simplement penser déjà correctement aux autres, pour trouver son équilibre et bah, je le redis, mon petit mantra, ch on le mérite tous, donc faisons-nous fleurir, nous ferons fleurir le monde derrière. Merci beaucoup Valentine. Merci à toi Christelle pour ton invitation.